Le silence de la bibliothèque municipale enveloppait Clara Beaumont comme une couverture protectrice. À 28 ans, elle avait fait de ce temple du savoir son refuge, loin des regards compatissants et des questions indiscrètes sur sa vie privée. Ses doigts effleuraient délicatement les livres qu'elle rangeait, chaque titre une évasion possible vers un monde où elle pourrait être quelqu'un d'autre. La sonnerie stridente de son téléphone brisa cette tranquillité. Le nom qui s'affichait sur l'écran fit battre son cœur plus fort, Marguerite Beaumont, sa mère. Clara, ma chérie, j'espère que tu viendras dîner dimanche. Ta cousine Sophie sera là avec ses jumeaux. Cette simple phrase suffit à réveiller la douleur familière qui sommeillait dans sa poitrine. Les enfants. Toujours les enfants. Clara ferma les yeux, revoyant le visage grave du médecin 12 ans plus tôt, les résultats d'analyse que sa mère tenait entre ses mains tremblantes. Je ne pense pas pouvoir venir, maman. J'ai beaucoup de travail. Tu ne peux pas te cacher éternellement, Clara. Ce n'est pas de ta faute si je suis stérile? La voix de Clara se brisa malgré elle. Tu peux le dire, maman. Nous le savons toutes les deux. Le silence qui suivit était chargé de cette vérité qu'elle partageait depuis ses 16 ans. Cette sentence médicale qui avait défini sa vie entière, ovaire polykystique, hormones déréglées, chance de conception nulle. Les mots du médecin résonnaient encore dans sa mémoire comme un glas. Ma chérie, tu es bien plus qu'une fonction reproductrice. Tu es brillante, belle, talentueuse. Clara raccrocha avant que sa mère ne termine sa litanie de consolation. Ces mots, elle les avait entendus 1000 fois, mais ils ne comblaient jamais le vide béant dans son cœur. Un vide en forme de berceuse jamais chantée, de premier pas jamais applaudi, d'histoire du soir jamais racontée. Elle retourna à ses livres, mais les mots dansaient devant ses yeux embués. Combien d'hommes avait-elle repoussé au fil des années? Combien de relations avait-elle sabotées dès les premiers signes d'attachement? La vérité était simple et cruelle, comment offrir un avenir à quelqu'un quand le sien était déjà écrit dans des résultats médicaux jaunis? Le docteur Lenoir, son thérapeute, lui avait souvent dit qu'elle devait apprendre à vivre avec cette réalité, à construire son bonheur autrement. Mais comment expliquer à un homme que l'amour ne suffirait jamais? Qu'il devrait choisir entre elle et la descendance qu'il méritait? Clara rangea le dernier livre de la journée et observa les rayons vides autour d'elle. Comme sa vie, tout était parfaitement ordonné, prévisible, sûr. Et terriblement vide. En sortant de la bibliothèque, elle ne remarqua pas l'homme qui pédalait rapidement sur le trottoir d'en face, ni la façon dont leurs regards se croisèrent l'espace d'un instant. Elle ne pouvait pas savoir que cette rencontre fugace allait bouleverser l'équilibre fragile qu'elle avait mis des années à construire. Le destin, parfois, se cache dans les détails les plus insignifiants. Et demain, Clara découvrirait que les certitudes les plus ancrées peuvent s'effriter en un seul battement de cœur. 3 jours s'étaient écoulés depuis l'appel de sa mère, et Clara n'arrivait toujours pas à chasser cette sensation d'étouffement qui l'accompagnait désormais partout. Ce matin-là, elle avait décidé de marcher jusqu'au travail plutôt que de prendre le bus, espérant que l'air frais de novembre apaiserait son esprit tourmenté. L'avenue de l'hôpital Saint-Louis s'étendait devant elle, bordée d'arbres aux feuilles dorées qui craquaient sous ses pas. Clara aimait ce quartier tranquille, loin de l'agitation du centre-ville. Elle observait distraitement les passants quand un cri perçant déchira l'air matinal. Un cycliste venait de percuter violemment un poteau électrique. L'homme gisait au sol, sa bicyclette tordue à quelques mètres, des documents éparpillés autour de lui comme des feuilles mortes. Clara reconnut immédiatement ce visage qu'elle avait entrevu quelques jours plus tôt. Sans réfléchir, elle se précipita vers lui. L'homme tentait de se redresser, grimaçant de douleur, du sang coulant d'une plaie au front. « Ne bougez pas. Vous pourriez avoir une commotion. » Il leva les yeux vers elle, et Clara fut frappée par l'intelligence qui brillait dans ce regard vert, malgré la confusion évidente. « Je vais bien, vraiment. Juste quelques égratignures. » Sa voix était grave, rassurante. « Je dois juste récupérer mes dossiers avant qu'ils ne s'envolent. » Clara l'aida à rassembler les papiers. En les lui tendant, elle remarqua l'en-tête, Dr Thomas Leroy, service de gynécologie. Son cœur se serra instinctivement. Un gynécologue. Comme si l'univers se moquait d'elle. « Vous travaillez à l'hôpital ?» demanda-t-elle en désignant le bâtiment blanc qui se dressait à 100 mètres. « Effectivement. Et grâce à vous,
je vais pouvoir y arriver avant que mes patients ne pensent que je les ai abandonnés. Il sourit, transformant complètement son visage. Thomas Leroy. Et vous êtes mon ange gardien du matin. Clara Beaumont. Et je ne suis l'ange gardien de personne. Quelque chose dans sa voix dut alerter Thomas, car son expression se fit plus attentive. Il insista pour l'inviter à prendre un café en guise de remerciement, et Clara, surprise par sa propre acceptation, se retrouva 1 heure plus tard dans un petit bistrot près de l'hôpital. Leur conversation coulait naturellement, loin des banalités habituelles. Thomas parlait de son travail avec passion, de ces femmes qui l'aidaient à réaliser leurs rêves de maternité. Chaque mot était un coup de poignard pour Clara, mais elle ne pouvait s'empêcher d'être fascinée par sa gentillesse authentique. 2 semaines plus tard, ils se retrouvaient pour un second rendez-vous dans le même café. Clara avait longuement hésité, mais quelque chose chez cet homme l'intriguait. Il était temps de mettre fin à cette comédie avant qu'elle ne s'attache davantage. « Thomas, il faut que je vous dise quelque chose. » Sa voix tremblait légèrement. « Je ne peux pas avoir d'enfant. Je suis stérile. » Les mots étaient sortis brutalement, comme elle avait appris à les dire. D'ordinaire, cette révélation marquait la fin de toute relation naissante. Les hommes trouvaient toujours une excuse polie pour disparaître. Mais Thomas ne détourna pas le regard. Au contraire, il se pencha vers elle, l'attention concentrée. « Depuis quand le savez-vous ? » ? « Depuis mes 16 ans. Ovaire polykystique, déséquilibre hormonal sévère. » Clara récitait les termes médicaux comme une leçon apprise par cœur. « Qui a posé ce diagnostic ? Vous vous souvenez du nom du médecin ? » La question était si inattendue que Clara cligna des yeux. Personne ne lui avait jamais demandé de détails. Les hommes acceptaient généralement cette information comme une fatalité et changeaient de sujet ou de partenaire. Ma mère s'occupait de tout à l'époque. Elle était très protectrice. « Pourquoi me demandez-vous cela ? » Thomas sirota son café, pensif. Ses questions précises, son calme face à sa révélation, tout cela déstabilisait Clara. Elle s'attendait à de la pitié, de la fuite, ou au mieux de la résignation charitable. Pas à cet intérêt presque professionnel qui illuminait ses yeux. Simple curiosité médicale, excusez-moi. C'est un réflexe de gynécologue. Mais Clara sentit qu'il y avait autre chose dans sa voix. Une note qu'elle n'arrivait pas à identifier, entre la suspicion et la détermination. Pour la première fois depuis des années, quelqu'un semblait remettre en question cette vérité qui avait gouverné sa vie entière. Et cette possibilité, aussi terrifiante qu'excitante, allait bientôt bouleverser tout ce qu'elle croyait savoir sur elle-même. 6 mois avaient passé depuis leur première rencontre, et Clara découvrait une version d'elle-même qu'elle n'avait jamais connue. Thomas avait cette capacité rare de la faire rire aux éclats, de la faire oublier ses peurs, ne serait-ce que quelques heures. Leur week-end se passait dans de longues promenades au bord de Seine, des dîners improvisés dans son petit appartement, des discussions qui s'étiraient jusqu'à l'aube. Pourtant, Clara gardait une distance prudente. Elle ne passait jamais la nuit chez lui, évitait soigneusement certains sujets, esquivait les questions sur l'avenir. Cette relation avait une date d'expiration, elle le savait. Tous les hommes finissaient par vouloir davantage qu'elle ne pouvait offrir. Ce samedi soir de mai, il dînait sur la terrasse de Thomas, entouré de géraniums en fleurs. L'ambiance était parfaite, trop parfaite. Clara sentait venir la conversation qu'elle redoutait depuis des semaines. « Clara, j'aimerais qu'on parle de nous. » Thomas posa sa fourchette, son regard intensément fixé sur elle. « De notre avenir. » Le mot la fit tressaillir. L'avenir. Ce territoire interdit qu'elle s'était toujours refusée à explorer. Nous sommes bien comme ça, non ? Nous sommes merveilleux ensemble. Il tendit la main vers elle, entrelaça leurs doigts. Je t'aime, Clara. Et j'aimerais construire une famille avec toi. Le monde de Clara bascula. Les mots qu'elle avait tant redoutés venaient d'être prononcés avec une simplicité dévastatrice. Une famille. Des enfants. Tout ce qu'elle ne pourrait jamais lui donner. Thomas, je te l'ai dit dès le début. Je ne peux pas. Écoute-moi. Sa voix était douce mais déterminée. La médecine a énormément évolué ces dernières années. Il existe des traitements, des techniques de procréation assistée. Nous pourrions faire de nouveaux examens, explorer toutes les options.
Clara retira sa main, sentant la panique l'envahir. Des examens. Des hôpitaux. Ses souvenirs d'adolescence qu'elle avait enfouis remontaient brutalement à la surface. Sa mère aux côtés du médecin, les mots incompréhensibles, la sentence qui avait scellé son destin. Non. Le mot sortit plus fort qu'elle ne l'avait voulu. Je connais mon corps, Thomas. J'ai vécu avec cette réalité pendant 12 ans. Mais as-tu vraiment vu tes résultats d'analyse? La question la stoppa net. Clara cligna des yeux, troublée. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu avais 16 ans. Ta mère s'occupait de tout, c'est ce que tu m'as dit. Mais toi, personnellement, as-tu déjà vu un seul document médical confirmant ce diagnostic? Un silence pesant s'installa. Clara fouillait dans sa mémoire, cherchant une image, un souvenir précis. Étrangement, tout était flou. Elle se rappelait la salle d'attente, l'anxiété de sa mère, puis cette annonce terrible à la maison. Mais les détails, où étaient les détails? Maman ne voulait pas que je sois traumatisée par tous ces termes médicaux. Elle m'a tout expliqué en mots simples. Thomas hocha lentement la tête, mais Clara perçut quelque chose d'étrange dans son expression. Comme s'il prenait note mentalement de chaque mot. Cette nuit-là, seule dans son appartement, Clara ne trouva pas le sommeil. Les questions de Thomas résonnaient dans sa tête comme un écho troublant. Pourquoi n'avait-elle jamais vu ses résultats? Pourquoi sa mère changeait-elle systématiquement de sujet quand elle posait des questions techniques? Et surtout, pourquoi Thomas, médecin expérimenté, semblait-il si sceptique? De son côté, Thomas passait sa soirée devant son ordinateur dans son bureau personnel. Ses doigts couraient sur le clavier, explorant les bases de données médicales, les archives de différents hôpitaux de la région. Il avait commencé cette recherche discrète 3 semaines plus tôt, poussé par une intuition qu'il n'arrivait pas à ignorer. Les incohérences dans le récit de Clara s'accumulaient. Un diagnostic de stérilité à 16 ans sans aucun traitement proposé? Aucun suivi médical dans les années suivantes? Aucune seconde opinion cherchée? En 20 ans de carrière, Thomas n'avait jamais vu un cas géré de cette façon. Il ouvrit le dossier qu'il constituait depuis des semaines. Photo de Clara, date importante, nom de sa mère, Marguerite Beaumont. Une recherche rapide lui révéla que cette femme avait effectivement travaillé comme secrétaire médicale dans plusieurs cabinets entre 1995 et 2010. Une position qui donnait accès aux tampons officiels, aux en-têtes médicaux. Thomas ferma son ordinateur, troublé par la direction que prenaient ses soupçons. Si ses intuitions étaient correctes, Clara vivait depuis 12 ans avec un mensonge monstrueux. Un mensonge qui avait détruit sa confiance en elle, ses relations, ses rêves de maternité. Il devait découvrir la vérité. Clara méritait de savoir qui elle était vraiment, même si cette révélation risquait de briser sa famille à jamais. Car Thomas commençait à soupçonner que l'ennemi n'était pas la nature, mais beaucoup plus proche de Clara qu'elle ne l'imaginait. L'appel de sa mère arriva un mardi matin de novembre, alors que Clara rangeait méthodiquement les nouveaux ouvrages à la bibliothèque. Depuis sa conversation avec Thomas 3 semaines plus tôt, elle se surprenait à observer différemment les familles qui fréquentaient l'établissement. Ces mères qui aidaient leurs enfants à choisir des livres, ces pères qui lisaient des histoires. Des scènes quotidiennes qui lui paraissaient soudain moins douloureuses, comme si les questions de Thomas avaient entrouvert une porte qu'elle croyait définitivement fermée. Clara, ma chérie, j'organise un grand dîner de Noël cette année. Toute la famille sera là. La voix de Marguerite vibrait d'une excitation inhabituelle. J'aimerais beaucoup rencontrer ton ami. Thomas, c'est bien cela? Clara sentit son estomac se nouer. En 2 ans de relations sporadiques avec différents hommes, jamais sa mère n'avait manifesté le moindre intérêt pour ses fréquentations. Pourquoi maintenant? Pourquoi Thomas? Maman, je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Tu sais comme les réunions familiales peuvent être compliquées. Compliquées? Marguerite rit, mais Clara perçut une note métallique dans ce rire. Voyons, Clara, tu dramatises toujours. Une présentation officielle, c'est important quand une relation devient sérieuse. À moins que ce monsieur ne soit pas assez bien pour notre famille? Le piège se refermait avec la précision chirurgicale que Clara connaissait si bien. Refuser équivaudrait à insulter Thomas, accepter l'exposerait aux griffes de sa mère. Marguerite maîtrisait cet art de la manipulation depuis des années.
Ce soir-là, dans l'appartement de Thomas, Clara tournait en rond comme un animal en cage. Tu ne comprends pas. Ma mère, elle a cette façon de retourner les situations, de dire exactement ce qu'il faut pour blesser. Et devant toute la famille, elle... Elle quoi? Thomas observait Clara avec cette attention particulière qu'elle avait appris à reconnaître. Comme s'il analysait chaque mot, chaque expression. Elle me rappelle constamment ce que je ne peux pas être. Surtout quand ma cousine Sophie amène ses enfants. Maman adore souligner les différences entre nous. Thomas se leva, vint prendre Clara dans ses bras. Elle se détendit contre lui, respirant son parfum rassurant. J'aimerais la rencontrer, Clara. Comprendre d'où tu viens, qui t'a façonné. Tu ne sais pas ce que tu demandes. Alors explique-moi. Clara hésita, puis se lança dans le récit de son adolescence. Sa mère surprotectrice qui l'accompagnait à tous ses rendez-vous médicaux, qui gérait ses résultats d'analyse, qui traduisait en mots simples des diagnostics complexes. Son père, Paul, toujours en retrait, acquiesçant silencieusement aux décisions de sa femme. Sa sœur Sophie, de 3 ans sa cadette, qui évitait soigneusement tout sujet lié à la maternité depuis qu'elle-même était devenue mère. Ta sœur évite le sujet? Thomas fronça les sourcils. C'est curieux. La plupart des jeunes mères parlent constamment de leurs enfants. Une fois encore, il avait relevé un détail que Clara n'avait jamais questionné. Pourquoi Sophie changeait-elle de conversation dès qu'on évoquait ses grossesses? Pourquoi semblait-elle mal à l'aise quand Clara était présente lors des réunions familiales? 3 semaines plus tard, il roulait vers la banlieue parisienne dans la voiture de Thomas. Clara serrait nerveusement ses mains, répétant mentalement les mises en garde qu'elle lui avait faites. N'engage pas de débat avec maman. Ne prends pas ses remarques au pied de la lettre. Et surtout, ne lui parle pas de ton travail en détail. Elle a une façon particulière d'utiliser les informations contre les gens. Clara, détends-toi. Ce n'est qu'un dîner de famille. Mais quand ils arrivèrent devant la maison bourgeoise des Beaumont, Thomas comprit que rien ne serait simple. Marguerite les attendait sur le perron, impeccablement coiffée, son sourire ne parvenant pas à masquer l'acuité de son regard qui le jaugeait de la tête aux pieds. Alors voici le fameux Thomas. Elle lui tendit une main aux ongles parfaitement manucurés. Clara nous a si peu parlé de vous. Nous mourions de curiosité. Le père de Clara apparut derrière sa femme, un homme discret aux cheveux grisonnants qui serra la main de Thomas avec une chaleur qui contrastait avec la froideur polie de son épouse. Bonsoir Paul. Je suis ravie de vous rencontrer enfin. Clara observa l'échange, notant l'expression étrange qui passa sur le visage de son père quand Thomas se présenta comme gynécologue. Une expression qu'elle n'arrivait pas à définir, entre la surprise et la culpabilité? Dans le salon décoré avec un goût ostentatoire, la famille était déjà rassemblée. Sophie, effectivement, semblait tendue, évitant le regard de Clara. Ses jumeaux de 4 ans couraient entre les fauteuils, mais leur mère les rappelait à l'ordre dès qu'ils s'approchaient de leur tante. Pendant l'apéritif, Thomas observait discrètement chaque membre de la famille, notant les non-dits, les regards détournés, cette atmosphère pesante que Clara avait tenté de lui décrire. Marguerite monopolisait la conversation, distillant des anecdotes sur l'enfance de Clara avec une précision qui semblait calculée. Notre Clara a toujours été si mature pour son âge. Surtout après, ses problèmes de santé à l'adolescence. N'est-ce pas, ma chérie? Clara se crispa. Ça commençait. Et Thomas, qui ne la quittait pas des yeux, venait de comprendre qu'il allait assister ce soir à bien plus qu'un simple dîner de famille. Il allait découvrir les rouages d'une machine à détruire que Marguerite Beaumont avait perfectionnée pendant des années. Une machine dont Clara était la victime depuis trop longtemps. Le dîner se déroulait dans la salle à manger aux murs ornés de portraits familiaux qui semblaient observer chaque geste des convives. La table, dressée avec la porcelaine de grand-mère, accueillait 15 personnes, oncles, tantes, cousins, tous réunis pour cette tradition de Noël que Marguerite organisait depuis 20 ans. Clara se tenait droite sur sa chaise, consciente que chaque regard pouvait disséquer sa relation avec Thomas. Au fil des plats, l'alcool déliant les langues, les conversations devenaient plus personnelles. L'oncle Henri évoquait les succès professionnels de ses fils, la tante Marie se vantait des exploits scolaires de ses petites filles. Clara sentait monter l'inévitable moment où l'attention se porterait sur elle et Thomas. Marguerite,
qui avait vidé plusieurs verres de Bordeaux, arborait ce sourire particulier que Clara redoutait depuis l'enfance. Ce sourire qui précédait toujours les coups les plus douloureux. Alors, Thomas, quels sont vos projets avec notre Clara? La question tomba comme une épée au milieu du brouhaha familial. Toutes les conversations cessèrent instantanément. Thomas posa calmement sa fourchette, soutenant le regard de Marguerite. J'aimerais construire un avenir avec elle. Nous nous aimons. L'amour, c'est touchant. Marguerite rit, un rire cristallin qui glaça le sang de Clara. Mais concrètement? Une maison? Des enfants? Le piège. Clara le voyait se refermer avec une précision mécanique. Ses mains se crispèrent sur sa serviette, ses jointures blanchissant. Maman, s'il te plaît. Quoi, ma chérie? Nous sommes en famille. Thomas a le droit de savoir dans quoi il s'engage. Paul, au bout de table, baissa les yeux vers son assiette. Sophie cessa complètement de manger, figée comme une statue. Même les enfants semblaient sentir la tension et se taisaient. Marguerite. Thomas commença, mais elle l'interrompit d'un geste théâtral. Non, non, laissez-moi parler. Ses yeux brillaient d'un éclat mauvais, alcool et méchanceté se mêlant dangereusement. Vous êtes médecin, n'est-ce pas? Gynécologue, même. Alors vous comprendrez. Clara sentit le monde basculer. Elle connaissait ce ton, cette façon qu'avait sa mère de savourer chaque mot avant de porter le coup fatal. Ma fille ne pourra jamais avoir d'enfant. Elle est stérile et ne vaut rien comme femme. Les mots claquèrent dans le silence de mort qui s'abattit sur l'assemblée. Clara eut l'impression de recevoir une gifle en plein visage, devant 15 pères d'yeux horrifiés. L'humiliation la submergea comme une vague brûlante. Toute la famille connaissait maintenant son secret le plus intime, étalé comme un défaut de fabrication dans la porcelaine familiale. Les larmes montèrent, mais Clara les retint. Elle ne donnerait pas à sa mère la satisfaction de la voir s'effondrer publiquement. Pas cette fois. Pas devant Thomas. Mais Thomas ne regardait pas Clara. Il fixait Marguerite avec une intensité qui fit tressaillir la femme. Lentement, il se leva de sa chaise, dominant la table de sa haute silhouette. Tous les regards convergèrent vers lui. Son visage était grave, presque solennel. Quand il prit la parole, sa voix porta dans le silence comme un verdict. En vérité, ce n'est pas elle qui a un problème. Le monde sembla s'arrêter de tourner. Marguerite blêmit, sa main tremblante lâchant son verre qui se brisa sur le parquet ciré. Paul releva brusquement la tête, ses yeux s'écarquillant d'horreur. Sophie porta une main à sa bouche, étouffant un cri. Clara, elle, ne comprenait pas. Ces mots n'avaient aucun sens. Bien sûr que c'était elle qui avait un problème. 12 ans de sa vie étaient construits sur cette certitude. Les examens, le diagnostic, sa mère qui pleurait en lui annonçant la nouvelle. Thomas poursuivit, chaque mot tombant comme une pierre dans l'eau calme d'un étang. J'ai mené ma propre enquête ces derniers mois. Clara n'a jamais été stérile. Elle n'a même jamais passé les examens qui auraient pu révéler une quelconque pathologie. L'oncle Henri se racla la gorge, mal à l'aise. La tante Marie regardait alternativement Thomas et Marguerite, essayant de comprendre. Les cousins chuchotaient entre eux, sentant qu'un drame familial majeur était en train de se jouer sous leurs yeux. C'est impossible, murmura Clara, sa voix à peine audible. Maman m'a montré les résultats, le médecin a dit. Thomas se tourna vers elle, ses yeux emplis d'une tendresse infinie mêlée à une colère froide. Il n'y a jamais eu de médecin, Clara. Il n'y a jamais eu de résultat. Il n'y a eu qu'une mère qui a menti à sa fille pendant 20 ans. Marguerite se leva d'un bond, renversant sa chaise dans un fracas métallique. Vous n'avez pas le droit. Comment osez-vous? Comment j'ose révéler la vérité? Thomas fit un pas vers elle, et Clara ne l'avait jamais vue aussi déterminée. La vraie question, Madame Beaumont, c'est comment vous avez osé détruire la vie de votre propre fille. Un silence de plomb s'abattit sur la famille. Au fond de la salle, l'horloge grand-père égrenait les secondes dans un tic-tac assourdissant. Clara regardait tour à tour Thomas, sa mère, son père qui semblait vieilli de 10 ans en quelques minutes. 20 ans de mensonges venaient de s'effondrer en quelques phrases.
Mais Clara commençait à peine à réaliser que le pire restait encore à venir. Thomas sortit son téléphone de sa poche, ses gestes précis contrastant avec le chaos émotionnel qui régnait dans la salle à manger. 15 pères Dieu le fixaient, attendant des explications qui allaient faire voler en éclats 20 années de mensonges soigneusement construits. Il y a 3 mois, j'ai commencé à me poser des questions sur le diagnostic de Clara. Sa voix était calme, professionnelle, celle du médecin qui expose des faits cliniques. En 20 ans de carrière, je n'avais jamais vu un cas de stérilité diagnostiqué à 16 ans sans aucun suivi médical ultérieur. Clara le regardait fixement, incapable de cligner des yeux. Son monde s'effritait mot après mot, et elle ne parvenait pas encore à saisir l'ampleur de ce qui se révélait. J'ai consulté les archives de tous les hôpitaux et cliniques de la région. Thomas fit défiler des documents sur son écran. Aucune trace d'examens gynécologiques approfondis pour Clara Beaumont à l'âge de 16 ans. Aucun dossier médical. Aucune analyse hormonale. Marguerite s'effondra sur sa chaise, les mains tremblantes, toute superbe envolée. Mais alors, balbutia l'oncle Henri, comment Clara a-t-elle pu croire? Parce que sa mère lui a présenté de faux documents. Thomas se tourna vers Marguerite, qui évitait désormais son regard. Madame Beaumont a travaillé comme secrétaire médicale dans plusieurs cabinets entre 1995 et 2010. Elle avait accès aux tampons officiels, aux en-têtes des médecins, aux formulaires d'analyse. Fabriquer de faux résultats n'était qu'un jeu d'enfant pour quelqu'un dans sa position. Un murmure horrifié parcourut l'assemblée. Sophie se leva brusquement, emmenant ses enfants hors de la pièce. Cette révélation dépassait tout ce qu'elle avait pu imaginer sur sa propre mère. Clara sentit ses jambes se dérober. Paul se précipita vers elle, mais elle le repoussa instinctivement. Son père. Il avait forcément su. Il avait forcément été complice. Papa. Sa voix se brisa. Tu savais? Paul Beaumont sembla vieillir de 10 ans sous le regard accusateur de sa fille. Ses épaules s'affaissèrent, et pour la première fois de sa vie, Clara le vit pleurer. Oui. Je savais. Les mots sortaient péniblement, comme arrachés. Mais ta mère, elle était si convaincante. Elle disait que c'était pour ton bien, que tu ne pourrais pas supporter la vérité. Quelle vérité? Clara hurla presque, toute retenue abandonnée. Quelle vérité, papa? Thomas reprit la parole, comprenant que Paul n'aurait pas la force de révéler le reste. La vérité, c'est que votre mère a projeté sa propre stérilité sur vous. Il se tourna vers Marguerite, qui sanglotait maintenant silencieusement. Madame Beaumont a effectivement eu des complications lors de sa 2e grossesse. Elle a subi une hystérectomie d'urgence après la naissance de Sophie. Elle ne pouvait plus avoir d'enfant. Le silence était si profond qu'on entendait le vent de décembre siffler contre les fenêtres. Clara fixait sa mère, essayant de comprendre une cruauté qui dépassait son entendement. Vous ne supportiez pas l'idée que votre fille puisse avoir ce que vous aviez perdu. Thomas continua son analyse implacable. Alors vous avez décidé de lui voler sa fertilité psychologiquement, puisque vous ne pouviez pas le faire physiquement. Marguerite releva la tête, le visage ravagé par les larmes et le maquillage qui coulait. Vous ne comprenez pas. Sa voix était méconnaissable, brisée. Quand j'ai perdu cette capacité, j'avais l'impression de ne plus être une femme. Comment une mère peut-elle supporter que sa fille soit plus complète qu'elle? En l'aimant. Clara explosa, se levant d'un bond. Une mère normale aurait voulu que sa fille soit heureuse. L'aveu de Marguerite confirmait tout ce que Thomas avait découvert. Mais entendre sa propre mère confesser qu'elle lui avait volé 20 années de bonheur par pure jalousie dépassait tout ce que Clara avait pu imaginer dans ses pires cauchemars. Les oncles et tantes commençaient à rassembler leurs affaires, mal à l'aise d'assister à l'effondrement d'une famille. Ce qui devait être un joyeux repas de Noël s'était transformé en tribunal où les secrets les plus sombres étaient exposés sous les guirlandes scintillantes. 20 ans, murmura Clara, la réalité commençant enfin à s'imposer. 20 ans de ma vie. Mes relations détruites, mes rêves enterrés, ma confiance en moi anéantie, tout ça pour satisfaire ta jalousie maladive? Paul s'approcha timidement de sa fille. Clara, ma chérie, je regrette tellement. J'aurais dû avoir le courage de dire la vérité. Mais ta mère menaçait de partir, de t'emmener.
J'ai eu peur de perdre ma famille. Tu l'as perdue de toute façon. Clara le regarda avec une froideur qu'elle ne se connaissait pas. Vous l'avez tous les deux perdu le jour où vous avez décidé de me mentir. Thomas s'approcha d'elle, mais Clara recula instinctivement. En révélant la vérité, il venait de détruire les fondations sur lesquelles elle avait construit son existence. Elle ne savait plus qui elle était, qui elle avait été, qui elle aurait pu devenir. Dans sa tête, tout se mélangeait, la colère, l'incrédulité, le soulagement, la rage. 20 ans de mensonges s'effondraient comme un château de cartes, mais sous les décombres, Clara ne savait pas encore si elle allait trouver la force de se reconstruire. Ou si cette révélation n'allait pas l'achever définitivement. Clara quitta la maison de son enfance sans se retourner, Thomas à ses côtés portant le manteau qu'elle avait oublié dans sa fuite. Derrière eux, les fenêtres illuminées encadraient encore la silhouette effondrée de Marguerite, tandis que Paul tentait désespérément de consoler une femme qui venait de perdre sa fille pour toujours. Dans la voiture, le silence était assourdissant. Clara fixait le paysage nocturne qui défilait, ses mains tremblantes serrées sur ses genoux. Chaque lumière de réverbère qui passait révélait un visage différent, stupeur, incrédulité, puis une rage qui montait comme une marée noire. Les premiers jours, elle vécut dans un état de choc qui l'isolait du monde réel. Thomas avait pris quelques jours de congé pour rester près d'elle, mais Clara évoluait dans son appartement comme un fantôme, incapable de manger, de dormir, même de pleurer. Les 28 années de sa vie se réécrivaient dans sa tête, chaque souvenir prenant une couleur différente sous la lumière crue de la vérité. La colère explosa un mercredi matin, sans prévenir. Clara se trouvait dans la cuisine quand son téléphone sonna. Le nom de sa mère s'affichait sur l'écran. Sans réfléchir, elle décrocha. « Clara, ma chérie, il faut qu'on parle. » « Parler ?» La voix de Clara était méconnaissable, chargée d'une violence qui la surprit elle-même. « Tu veux parler maintenant ? Après 20 ans de mensonges ?» Elle balança son téléphone contre le mur avec une force qui le fit exploser en morceaux. Puis elle commença à tout casser autour d'elle. Les assiettes, les verres, les cadres photos. Chaque objet brisé libérait un peu de la rage monumentale qui l'habitait. Thomas accourut au bruit, la trouvant au milieu des débris, les mains en sang, sanglotant enfin comme elle n'avait jamais pleuré. 20 ans, Thomas. 20 ans de ma vie. Ces mots sortaient entre les larmes et la rage. Combien d'hommes j'ai repoussés? Combien de bonheurs j'ai refusé? Tout ça parce que ma propre mère ne supportait pas mon bonheur. Il voulut la prendre dans ses bras, mais elle le repoussa violemment. Et toi? Pourquoi tu as fouillé? Pourquoi tu n'as pas accepté ce que je te disais? La gifle partit avant qu'elle ne puisse la retenir. Thomas encaissa sans broncher, comprenant que Clara avait besoin d'évacuer des années de frustration refoulée. 3 semaines plus tard, installée dans le cabinet de Dr Sarah Legrand, psychologue spécialisée dans les traumatismes familiaux, Clara tentait de mettre des mots sur l'ampleur de sa destruction intérieure. Je ne sais plus qui je suis. Sa voix était devenue monocorde, vidée de toute émotion. Pendant 20 ans, j'ai été Clara la stérile. Clara qui ne peut pas avoir d'enfant. Clara qui ne vaut rien comme femme. Et maintenant? Je suis qui? Docteur Legrand la regardait avec cette bienveillance professionnelle qui irritait Clara autant qu'elle la rassurait. Vous êtes Clara. Tout simplement. La femme que vous avez toujours été, sous le mensonge. Mais qui est cette femme? Clara se pencha en avant, désespérée. Mes choix de vie, mes peurs, mes réactions, tout était basé sur un mensonge. Je ne peux même plus faire confiance à mes propres souvenirs. Le plus dur était de redécouvrir sa relation avec Thomas. Chaque geste tendre de sa part la mettait en rage. Comment pouvait-il l'aimer alors qu'elle ne savait même plus qui elle était? Et s'il ne l'aimait que par pitié? Et si sa révélation héroïque n'était qu'un moyen de se sentir important? Un soir de février, elle explosa à nouveau. Tu m'as sauvé, c'est ça? Tu es fier de toi? Le grand médecin qui révèle la vérité et sauve la pauvre fille manipulée? Thomas, qui préparait le dîner, posa calmement son couteau et se tourna vers elle. Clara, je t'aime. J'aimais celle que tu étais avant de connaître la vérité, et j'aime celle que tu deviens maintenant. Tu ne comprends pas. Elle marchait de long en large comme un animal en cage.
Je ne sais pas qui je deviens. Peut-être que je ne veux même pas d'enfant. Peut-être que toute cette histoire n'a servi à rien. Cette nuit-là, Thomas fit ses bagages et partit chez un ami. Pas définitivement, précisa-t-il. Juste le temps qu'elle se retrouve. Qu'elle décide si elle voulait guérir avec lui ou sans lui. Clara se retrouva seule avec ses démons, face à une vérité encore plus terrifiante que le mensonge de sa mère. Elle ne savait absolument pas qui elle était quand on retirait le masque de victime qu'elle avait porté pendant 20 ans. Mais au fond de cette solitude effrayante, quelque chose commençait timidement à germer. Une curiosité. Une envie de découvrir enfin qui était vraiment Clara Beaumont, libérée des chaînes de Marguerite et des attentes de Thomas. Pour la première fois de sa vie, elle allait pouvoir choisir qui devenir. 3 mois avaient passé depuis le départ de Thomas. 3 mois pendant lesquels Clara avait appris à vivre seule avec elle-même, sans le regard compatissant de qui que ce soit. Son appartement, autrefois refuge douillet, était devenu un laboratoire où elle expérimentait quotidiennement qui elle pourrait être. Les séances avec Dr Legrand avaient pris un tournant différent. Fini les crises de larmes et les explosions de colère. Clara travaillait maintenant méthodiquement à déconstruire 28 années de conditionnement psychologique. Qu'est-ce qui vous fait vraiment plaisir, Clara? Sans penser aux autres, sans vous censurer. La question était plus complexe qu'elle n'y paraissait. Clara avait passé tant d'années à éviter le plaisir, convaincue qu'elle ne le méritait pas, qu'elle devait réapprendre les sensations les plus basiques. Elle commença par de petites choses. S'autoriser à dormir le dimanche matin. Acheter des vêtements colorés au lieu du noir et gris qui constituait sa garde-robe depuis l'adolescence. Se préparer des repas élaborés juste pour elle, découvrant qu'elle aimait cuisiner quand ce n'était pas par obligation. Le plus surprenant fut sa décision de quitter la bibliothèque. Ce travail qu'elle avait choisi comme un refuge sûr ne correspondait plus à la femme qu'elle découvrait. Clara avait envie de contact humain, d'aide concrète, de sens dans son quotidien. Un matin d'avril, elle appela son père. Paul décrocha à la première sonnerie, comme s'il attendait cet appel depuis des semaines. « Clara ? Ma chérie, comment vas-tu » Sa voix tremblait d'espoir et d'appréhension. Clara avait travaillé cette conversation en thérapie, préparant soigneusement ce qu'elle voulait dire. « Papa, j'aimerais qu'on se voie. Toi et moi. Pas maman. Juste nous. » Ils se retrouvèrent dans un petit café près du parc où Paul l'emmenait jouer enfant. L'homme qui lui faisait face avait vieilli, creusé par la culpabilité et le remords. Mais pour la première fois, Clara le voyait vraiment comme un être humain imparfait plutôt que comme le complice de sa mère. « Je regrette tellement, Clara. » Ces mots étaient simples, sans excuse bancale. « J'ai été lâche. J'aurais dû te protéger de ta mère, et je ne l'ai pas fait. » Pourquoi ? Explique-moi pourquoi tu as laissé faire. Paul soupira, fixant sa tasse de café comme si elle contenait les réponses. Ta mère, elle n'a jamais accepté sa stérilité. Après la naissance de Sophie, quand les médecins lui ont annoncé qu'elle ne pourrait plus avoir d'enfant, elle a sombré dans une dépression terrible. Elle était obsédée par l'idée que ses filles seraient plus complètes qu'elle. Quand tu as grandi, elle voyait en toi une rivale plutôt qu'une fille. Cette explication n'excusait rien, mais elle aidait Clara à comprendre la mécanique tordue qui avait gouverné son enfance. Quelques jours plus tard, Sophie l'appela. Leur conversation fut encore plus révélatrice. Clara, il faut que tu saches, maman m'a fait du mal à moi aussi. La voix de sa sœur était chargée de culpabilité. Quand j'étais enceinte de mes jumeaux, elle me répétait sans cesse que je ne méritais pas cette chance, que je volais le bonheur que tu ne pourrais jamais avoir. Elle me culpabilisait en permanence d'être fertile. Cette révélation frappa Clara comme une évidence. Marguerite n'avait pas seulement détruit sa relation à la maternité, elle avait empoisonné celle de Sophie aussi. Une mère qui dressait ses filles l'une contre l'autre, qui utilisait la fertilité comme une arme de manipulation. C'est pour ça que tu évitais de parler de tes enfants devant moi ? Oui. Je croyais te protéger, mais en réalité, je participais au mensonge de maman sans le savoir. Cette conversation avec Sophie marqua un tournant. Clara réalisa qu'elle n'était pas la seule victime de Marguerite, et cette solidarité sororale l'aida à relativiser sa culpabilité. Elle commença aussi à repenser à Thomas. Non plus comme à l'homme qui avait révélé la vérité,
mais comme à celui qu'il avait assez aimé pour prendre le risque de bouleverser sa vie. Paradoxalement, leur séparation lui avait permis de comprendre la profondeur de ses sentiments. Un soir, elle lui envoya un message simple, « Tu me manques ». Sa réponse arriva 10 minutes plus tard, « Tu me manques aussi. Comment vas-tu » Ils se revirent prudemment, comme deux étrangers qui apprennent à se connaître. Thomas découvrait une Clara différente, plus affirmée, moins dans la retenue constante. Elle avait pris l'initiative de leur premier baiser depuis des mois, surprise par sa propre audace. « J'apprends qui je suis vraiment. » Elle avait posé sa tête sur son épaule, dans le salon qu'ils avaient autrefois partagé. « Et j'aime cette personne que je découvre. Moi aussi, je l'aime. » Pour la première fois depuis la révélation, Clara se sentait prête à construire quelque chose de nouveau. Mais il restait une étape cruciale à franchir, qu'elle redoutait et désirait à la fois, affronter sa mère une dernière fois, non plus en victime, mais en femme libre qui avait choisi son propre chemin. 8 mois après cette soirée de Noël qui avait tout changé, Clara se tenait devant la maison de son enfance. Cette fois, elle n'était pas venue en fille soumise, mais en femme qui avait retrouvé sa force. Docteur Legrand l'avait préparée à cette confrontation, lui rappelant qu'elle ne venait pas chercher des excuses, mais clôturer un chapitre de sa vie. Paul lui ouvrit la porte, les traits tirés mais soulagés de la voir. « Elle t'attend dans le salon. Elle a beaucoup changé, Clara. » La femme qui se leva à son entrée n'était plus la Marguerite impériale d'autrefois. Amaigrie, vieillie, elle semblait avoir rapetissé. 8 mois de culpabilité et de remords avaient fait leur œuvre destructrice. « Clara. » Sa voix était à peine un murmure. « Merci d'être venue. » Elles s'assirent face à face, dans ce salon où tant de mensonges avaient été tissés. Clara avait répété ce moment en thérapie, mais la réalité était plus intense que tout ce qu'elle avait imaginé. « Je ne viens pas pour te faciliter les choses, maman. Je viens pour comprendre. Et pour me libérer. » Marguerite hocha la tête, acceptant cette sentence. « J'ai commencé une thérapie. » Ces mots sortaient difficilement, comme si chacun lui coûtait. Le psychiatre dit que j'ai développé une pathologie après ma stérilité. Une dépression qui s'est transformée en obsession destructrice. Clara l'écoutait sans interruption, observant cette femme qui avait gouverné sa vie par la peur et découvrant une personne brisée, malade depuis des années. Quand les médecins m'ont annoncé que je ne pourrais plus avoir d'enfant, j'ai eu l'impression qu'on m'arrachait une partie de moi-même. Marguerite fixait ses mains tremblantes. Je regardais les autres femmes enceintes avec une haine que je ne comprenais pas. Et toi qui grandissais, qui devenais une femme épanouie? Tu as décidé de me voler ce que tu avais perdu. Oui. L'aveu tomba comme une pierre. Je me disais que si tu ne pouvais pas être mère, nous serions égales dans la souffrance. C'était délirant, monstrueux, mais c'était plus fort que moi. Clara sentit une émotion étrange l'envahir. Pas la compassion, ça, c'était encore trop tôt. Mais une forme de compréhension clinique de la folie qui avait poussé sa mère à détruire sa propre fille. Tu réalises ce que tu m'as fait? 20 ans de ma vie, maman. 20 ans où j'ai refusé l'amour, où j'ai sabordé mes relations, où je me suis considérée comme défectueuse. Je sais. Marguerite pleurait maintenant, ses larmes coulant sans retenue. Je le sais et ça me détruit. Je ne peux pas réparer ce que j'ai cassé. Je ne peux même pas te demander pardon parce que ce que j'ai fait est impardonnable. Cette lucidité surprit Clara. Sa mère ne tentait pas de minimiser, ne cherchait pas d'excuses. Elle assumait pleinement l'horreur de ses actes. Le psychiatre m'a expliqué que j'avais projeté ma propre haine de moi sur toi. Que j'avais fait de toi le réceptacle de ma souffrance. Marguerite leva enfin les yeux vers sa fille. Tu as le droit de me haïr pour le reste de tes jours. Tu as le droit de ne plus jamais me parler. Mais je voulais que tu saches que tu n'y es pour rien. Que tu as toujours été parfaite. Ces mots que Clara avait attendus pendant des années résonnèrent étrangement en elle. Elle s'aperçut qu'elle n'en avait plus besoin. La validation, l'approbation maternelle qui lui avait tant manqué, elle les avait trouvées en elle-même. Je ne te pardonne pas, maman. Sa voix était calme, sans colère. Ce que tu m'as fait est effectivement impardonnable. Mais je me pardonne à moi. Je me pardonne d'avoir cru tes mensonges, d'avoir douté de moi, d'avoir gâché des années de bonheur.
Marguerite acquiesça, comprenant que sa fille était en train de se libérer définitivement de son emprise. Tu mérites d'être heureuse, Clara. Tu mérites d'être mère si c'est ce que tu veux. Tu mérites tout ce que je t'ai interdit de rêver. En quittant cette maison une dernière fois, Clara ressentit une légèreté qu'elle n'avait jamais connue. Le poids de la culpabilité, de la colère, du ressentiment s'était envolé. Elle n'avait pas pardonné à sa mère, mais elle s'était pardonnée à elle-même, et c'était infiniment plus précieux. Thomas l'attendait dans la voiture, patient comme il l'avait toujours été. Comment ça s'est passé? C'est fini. Clara prit sa main, entrelaçant leurs doigts. Tout est fini. Cette nuit-là, dans leur lit redevenu commun, Clara posa pour la première fois une question qu'elle n'avait jamais osé formuler. Thomas, et si nous avions un enfant? La question n'était plus dictée par le désir de réparer le passé, mais par l'envie de construire l'avenir. Pour la première fois de sa vie, Clara choisissait la maternité en toute liberté, débarrassée du poison maternel qui avait empoisonné ses rêves. Et cette liberté de choix, personne ne pourrait plus jamais la lui reprendre. Un an plus tard, Clara se tenait devant le miroir de sa nouvelle chambre, contemplant son ventre rond de 8 mois. Cette grossesse, elle l'avait vécue comme une renaissance, chaque mouvement de son bébé lui rappelant qu'elle était enfin libre de ses choix, libre d'aimer, libre de créer la vie. Son appartement avait changé, à l'image de sa transformation. Les murs sombres avaient cédé la place à des couleurs chaudes, les livres solitaires côtoyaient maintenant des jouets colorés et une berceuse que Thomas avait installée près de la fenêtre. Chaque objet racontait l'histoire d'une femme qui avait appris à s'aimer. La sonnerie du téléphone interrompit ses pensées. C'était Amélie, l'une des femmes qu'elle accompagnait dans son nouveau travail au centre d'aide aux victimes de violences psychologiques. Clara, je voulais vous remercier. Grâce à vous, j'ai trouvé le courage de quitter mon mari. Je comprends maintenant que l'amour ne fait pas mal. Ces mots réchauffèrent le cœur de Clara plus que tous les remerciements du monde. Depuis 6 mois, elle avait trouvé sa vocation en aidant d'autres femmes à identifier les manipulations psychologiques, à reconstruire leur estime de soi. Sa propre histoire, longtemps source de honte, était devenue sa plus grande force pour comprendre et aider. Thomas rentra ce soir-là avec un bouquet de pivoine rose, ses fleurs préférées. Comment s'est passée ta journée? Il posa délicatement ses mains sur son ventre, sentant leur fille bouger sous ses paumes. Elle était particulièrement active aujourd'hui. Je crois qu'elle a hâte de naître. Ils avaient choisi le prénom ensemble, après de longues discussions. Espérance. Un nom qui symbolisait tout ce que Clara avait retrouvé, l'espoir en l'avenir, la confiance en elle-même, la certitude que les blessures les plus profondes peuvent guérir quand on trouve le courage de regarder la vérité en face. 2 semaines plus tard, par une chaude matinée de septembre, les contractions commencèrent. Dans la salle d'accouchement, Clara tenait la main de Thomas, traversant cette douleur physique avec une sérénité qu'elle n'aurait jamais cru possible. Cette douleur-là était porteuse de vie, l'opposé exact de celle que sa mère lui avait infligée. Quand Espérance poussa son premier cri, Clara pleura comme elle n'avait jamais pleuré. Des larmes de joie pure, de gratitude infinie, de victoire absolue sur le mensonge qui avait failli détruire sa vie. Elle tenait dans ses bras la preuve vivante qu'elle était complète, qu'elle avait toujours été complète. Elle est parfaite. Thomas embrassait les cheveux humides de Clara, les yeux embués d'émotion. Comme sa maman. Dans les jours qui suivirent, leurs amis et la famille recomposée défilèrent pour rencontrer Espérance. Paul arriva avec des roses blanches et des excuses dans les yeux, mais aussi avec une fierté grand-paternelle qui réchauffait le cœur. Sophie vint avec ses jumeaux, et pour la première fois depuis des années, les 2 sœurs parlèrent librement de maternité, débarrassées du poison maternel qui les avait séparées. Un matin, Clara reçut une lettre. L'écriture tremblante de Marguerite couvrait une seule page. « Ma chérie, je ne me permets pas de demander à te voir, mais je voulais te dire que je suis fière de la femme que tu es devenue. Ta fille aura la mère que j'aurais dû être. Je continue ma thérapie et j'apprends chaque jour à vivre avec ce que j'ai fait. Tu mérites tout le bonheur du monde. » Clara plia la lettre sans amertume. Sa mère faisait son propre chemin vers la guérison, et c'était déjà beaucoup. Le pardon viendrait peut-être un jour, ou peut-être pas. Cela n'avait plus d'importance. Ce qui comptait, c'était cette nouvelle famille qu'elle avait créée avec Thomas, cette petite Espérance qui gazouillait dans ses bras,
ce travail qui donnait un sens à sa souffrance passée. Clara avait transformé sa blessure en force, son histoire tragique en outil d'aide pour d'autres femmes. Le soir, berçant sa fille près de la fenêtre qui donnait sur le parc, Clara murmura. « Tu vois, ma chérie, parfois les mensonges les plus destructeurs deviennent les vérités les plus libératrices. Tu vas grandir en sachant que tu vaux tout l'amour du monde, exactement comme tu es. » Espérance dormait paisiblement, inconsciente que sa simple existence était la plus belle victoire de sa mère sur 20 années de mensonges. Et Clara, enfin réconciliée avec elle-même, savait que cette petite fille grandirait dans la vérité, l'amour et la certitude d'être désirée. L'histoire qui avait commencé par un mensonge se terminait par la plus pure des vérités. Clara Beaumont était enfin devenue la femme qu'elle avait toujours été destinée à être.